Bonjour Nicolas Borco. Bonjour Fred. Alors on s'appelle Fred parce qu'effectivement on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant et j'ai trouvé pertinent de t'inviter sur le podcast parce qu'on a la volonté d'Ifinéo comme toi finalement d'accompagner les PME de notre région. Oui. Alors toi tu es installé dans le nord de la France. Oui, à Lambersart, exactement, Voilà. depuis 12 ans. Depuis 12 ans, voilà. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et de ton métier, Ouais. parce que tu accompagnes les entreprises d'une manière assez particulière. C'est pas courant de voir des gens qui font ce métier-là. Donc c'est hyper intéressant, et puis ça peut intéresser à la fois les entreprises qui nous écoutent, les dirigeants, mais aussi leur staff, et puis les gens qui gravitent dans le monde de la finance, parce que c'est complètement notre cible, ceux qui nous écoutent. Donc voilà, on va peut-être commencer par ton parcours, et puis après on enchaînera sur ton métier et ce que tu peux apporter de changement à l'intérieur des entreprises. Ok, très bien. Alors moi, écoute, tu le sais, moi je suis un ancien collaborateur de mandataire judiciaire. J'ai commencé il y a 12 ou 13 ans. J'étais plutôt en charge de la partie prévention. Donc c'est-à-dire tout ce qui est mandat ad hoc, conciliation judiciaire, et également tout ce qui était redressement judiciaire. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de communication, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, dans ce genre de procédure, ne savent pas trop vers qui se tourner, et donc parfois c'était l'avocat, mais qui gardait le dossier. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, mais juste vulgariser le droit, et donc je me suis mis en indépendant. Et suite à ça, j'ai géré tout ce qui était liquidation judiciaire à délai non raisonnable, donc plus de 10 ans. D'accord. J'ai été jusqu'à être l'initiateur d'une instance de dialogue, donc avec le vice-président de l'Assemblée nationale, président du Conseil national des mandataires. Et donc on a traité de dossiers donc de liquidation judiciaire qui a duré plus de 10 ans et la plus longue a duré 54 ans. 54 ans pour 54 liquider une entreprise. Ouais, et la personne avait maintenant, je crois qu'il avait 90 ans quand j'ai eu le dossier. Bon, il y avait 36 sociétés, c'était un petit peu dur comme tu l'imagines. Oui. Mais c'était un dossier passionnant et donc suite à ça, je me suis formé à la médiation. Puisqu'en réalité, moi je ne suis que le lien entre les différentes parties prenantes qui peuvent être un avocat, un créancier, un mandataire judiciaire, le tribunal et évidemment le chef d'entreprise qui devient en fait débiteur lorsqu'il est en liquidation judiciaire. Le but, c'était de sauver sa résidence principale. Je me suis formé à la médiation en 2020 ou 2021, juste après le Covid. Là, ça a été un déclic, puisqu'en fait, là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que dès qu'on gardait le lien et cette communication avec les différentes parties prenantes de l'entreprise, on arrivait à beaucoup plus de résultats. Et donc maintenant, je suis médiateur en entreprise, donc depuis 3 ans. Alors, un médiateur en entreprise, ça consiste en quoi et quels sont les déclics qui vont amener quelqu'un à prendre contact avec toi? Dans quel cadre? Voilà, les indicateurs clés qui vont te dire, ah là, il faut que j'appelle quelqu'un qui fait le métier de Nicolas. Très bien. Alors, nous, on est un peu comme un DAF externalisé, c'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est vraiment quand on dit on est en entreprise, on n'est pas salarié de l'entreprise. Ça, c'est le premier point qui est hyper important, c'est qu'on est vraiment neutre, indépendant et impartial. Impartial, c'est par rapport à la décision. Neutre, c'est par rapport aux parties, donc on évite tout ce qui est conflit d'intérêts. Et ensuite, indépendant par rapport à toute autorité. Donc D'accord. ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, puisque ça nous permet en fait d'avoir vraiment une relation de confiance aussi bien avec le chef d'entreprise, mais également avec ses créanciers, ses salariés et toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc toi, t'as pas de tendance à prendre une décision plutôt une autre parce que tu as envie d'avantager une partie ou l'autre. Surtout le but, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est hyper intéressant en fait dans ton positionnement, c'est que la neutralité offre au chef d'entreprise la certitude que tu vas l'aider dans les meilleures conditions finalement. C'est ça, puisqu'en fait, nous, on ne propose pas de solution, on n'est pas conciliateur, D'accord. on est vraiment médiateur. C'est-à-dire que nous, on va être le pont entre deux parties qui ne s'entendent pas forcément ou alors qui ont du mal à communiquer. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets pour qu'on puisse bien se rendre compte des missions que tu es amené à réaliser? Alors, on peut prendre un exemple assez classique. Ouais. Un problème avec l'URSSAF, par exemple. On a du mal à payer... Ça n'arrive jamais, ça, les problèmes avec l'URSSAF. Je ne comprends pas. Ça arrive très très souvent. Donc, c'est vrai que l'URSSAF, c'est assez classique. C'est-à-dire que l'URSSAF fonctionne vraiment simplement.
c'est que c'est toujours des mises en demeure. Si on ne paye pas, ensuite on arrive sur des relances, des contraintes, et ensuite on risque l'assignation au redressement judiciaire. Pendant ce laps de temps, il va se passer pas mal de mois, de semaines, mais il va y avoir aussi un huissier de justice qui peut intervenir. Et c'est là où parfois le chef d'entreprise fait un peu, au début, d'accord, j'ai bien vu, j'ai pris connaissance de ce montant, mais il arrête d'être en contact avec son conseiller au niveau de l'URSSAF, puisqu'ils ont toujours un numéro spécial. Il est dans le silence. C'est ça. Ça, c'est ce que tu cherches à tout prix à éviter. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils font le silence, l'autruche, et ils disent, c'est tout, demain sera retour à meilleure fortune, donc je laisse un peu tomber. Or, il faut vraiment agir très vite. Oui. Il ne faut pas les laisser dans le silence parce que tout de suite, ça enclenche tout un circuit finalement où c'est l'escalade, donc c'est la mise en demeure, ensuite c'est l'huissier de justice, ensuite ils peuvent effectivement demander au tribunal de proposer de prendre cette décision à la place du dirigeant finalement. C'est ça. Ça correspond à une cessation de paiement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'URSSAF, c'est le premier prescripteur pour tout ce qui est cessation de paiement, c'est-à-dire que eux vont dire, nous on a une créance qui peut être importante, depuis quelques mois on a fait des relances, des mises en demeure et donc contraintes, on assigne. Ensuite, c'est le tribunal de commerce qui va s'en occuper et qui va vérifier justement s'il y a une cessation de paiement et si cette cessation de paiement est avérée. Par contre, le problème, c'est que le chef d'entreprise ne maîtrise plus son dossier, puisque ce n'est pas lui qui a été à l'initiative du dépôt de la déclaration de cessation de paiement, et donc sa responsabilité peut être engagée puisqu'il y a une première faute de gestion. Oui, c'est ça. C'est à lui, normalement, de dire « mon entreprise est en cessation de paiement » avant qu'un tiers le fasse à sa place. C'est ça, exactement. Ça, c'est hyper important. Donc, il faut éviter de faire l'autruche. Exactement. Et alors, toi, tu interviens à quel moment? Donc, dès qu'il y a une mise en demeure ou quand il y a un huissier qui commence à taper à la porte? Comment ça se passe? Alors, en fait, on intervient à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise. Là, par exemple, sur l'URSSAF, on intervient lorsqu'il y a la première mise en demeure, où on peut intervenir, on sait qu'on n'a pas payé. Par contre, je ne sais pas comment expliquer les choses, donc je vais demander à un tiers d'expliquer ma situation. Parfois, c'est juste une situation personnelle. Ça peut être son conjoint qui a une grave maladie, donc on travaille moins. Et donc, expliquer un petit peu ce qui se passe auprès de l'URSSAF, et l'URSSAF a une oreille attentive. Ou alors, on a déjà un plan de redressement, par exemple, et suite à ça, on a des créances dites postérieures à ce plan. Au niveau de l'URSSAF, ou au niveau des impôts ou n'importe quel organisme. Oui, c'est le même mécanisme. Et c'est le même mécanisme. Et là, je peux intervenir également. D'accord, très bien. Alors justement, on a parlé de l'URSSAF, on a parlé de la cessation de paiement, de la situation de cessation de paiement. Est-ce que tu peux expliquer clairement, alors je sais que juridiquement c'est décrit avec beaucoup de précision, mais on a tendance à pas forcément l'indiquer comme ça ou à le déclarer. Parce que ça a des conséquences. Donc, je voudrais juste que tu mettes de la valeur, que tu donnes de l'information à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est quoi une cessation de paiement? Ça, c'est parce que c'est juridiquement très clair. Et après, qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on est en cessation de paiement et quand on est ou en redressement ou en liquidation? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des entreprises qui s'en relèvent? Je sais que la France a peut-être des efforts à faire là-dessus par rapport aux anglo-saxons qui gèrent mieux un chapitre 11. Enfin, voilà, tu peux... Voilà. Alors, faut savoir que déjà, moi, je suis médiateur. Donc, c'est vrai que quand il y a une cessation de paiement, moi, mon rôle va être de dire, écoutez, je ne peux plus forcément agir. Maintenant, ça va être un tiers, donc un mandataire judiciaire, un administrateur. Et je vais être le lien, justement, pour créer cette relation de confiance. Donc, si j'entends bien, en creux, il faut t'appeler le plus tôt possible. Ah, bien sûr, moi je suis vraiment en anticipation et prévention des risques. Ça, c'est hyper important. La cessation de paiement, c'est quoi? C'est tout simplement une comparaison entre deux masses. C'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'actif dispo, c'est ce qui est immédiatement réalisable, donc c'est tout ce qui est trésorerie, fonds de caisse. Et le passif exigible, c'est toutes les dettes échues, certaines et liquides. Donc c'est assez facile à comprendre. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège de se dire j'ai mon prêt bancaire, le solde restant dû et du passif exigible. Ça ne l'est pas parce que c'est une réserve de crédit. Et donc on n'est pas en cessation de paiement. Exactement. Il faut regarder la date d'exigibilité.
Justement, quand on est dans cette situation-là, donc en gros, on n'a plus le cash pour faire face aux factures échues, Oui. si on doit le dire avec des termes hyper simples. Le but, c'est aussi de vulgariser, hein, Bien sûr. parce qu'on a des gens qui sont très experts dans leur métier qui nous écoutent, puis on va avoir aussi des gens qui ont besoin d'informations simples. Ok. Du coup, tu n'as plus assez de cash pour payer les factures échues, mais on va dire oui, mais je vais réaliser le chiffre d'affaires le mois prochain, ou j'ai des factures moi-même qui sont échues mais non payées. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces factures échues qu'on nous doit, donc des factures clients, quand on est ric-rac au niveau Ouais. du cash? Est-ce que pour toi, dans les règles, c'est de la liquidité ou pas? Alors, en fait, c'est pas une question de liquidité. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, il y a différentes solutions. C'est-à-dire que les solutions classiques, ça va être le mandat ad hoc ou la conciliation judiciaire. Où là, il faut aller au tribunal de commerce, on va saisir un tiers, qui peut être un mandataire judiciaire ou un administrateur, et on va lui dire, bah voilà, moi j'ai des créances auprès de ma banque, auprès de l'URSSAF, des impôts, et donc j'ai besoin de vous pour négocier. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces procédures sont encore méconnues, Mhm. et que le chef d'entreprise, quand on entend tribunal de commerce, bah parfois ils ont encore un peu peur. Mhm. Pourquoi? Parce que 9 cas sur 10, ça reste quand même des liquidations judiciaires, donc ils ont toujours ce sentiment que le tribunal, c'est du palliatif. Or, le tribunal est surtout là, et surtout le président du tribunal, est là pour écouter avec cette cellule de prévention Mhm. et dire, voilà, nous, en tant que tribunal, on peut vous accompagner dans vos difficultés. Ça, c'est déjà un acquis pour certaines personnes. Et pour d'autres, ceux qui ne connaissent pas les procédures, bah, il peut y avoir aussi la médiation, puisque là, on va rester sur le terrain de l'amiable. Et lorsqu'on n'a pas une grosse cessation de paiement, la cessation de paiement peut arriver le lundi, et le mercredi, on ne peut ne plus être en cessation de paiement. Et oui. Donc ça, c'est vraiment géométrie variable. Et dans ce cadre-là, bah, moi, en tant que médiateur, je peux tout à fait intervenir, puisqu'en fait, on va rester sur le terrain de l'amiable, et on va garder ce lien avec tous les créanciers. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir, toi concrètement, aller voir les créanciers. Alors, souvent, assez régulièrement, j'imagine, les banques. Oui, Qui banque, Alors, impôts. les banques, il y a plusieurs choses, hein, mais ça peut se négocier. En général, quand il y a une difficulté financière avérée et qui est détectée par la banque, les lignes court terme sont supprimées après le préavis habituel. Donc ça n'améliore pas la situation, ça met en Exactement. danger leurs encours plutôt moyen terme aussi. Les Donc toi, intérêts qui tu sais augmentent. leur avancer les arguments qui font que vaut mieux s'en sortir ensemble par le haut plutôt que de tirer à boulet rouge et de finalement ne pas récupérer autant que ça C'est ça. devrait. En fait, moi, je vais rester, encore une fois, tiers extérieur au conflit, hein, qui peut intervenir dès qu'il y a une absence de paiement. Et en fait, ce que je vais surtout faire, c'est rétablir ce lien entre eux en disant, attention, vous l'avez accompagné dès le départ. Mhm. Maintenant, il est en difficulté. Continuez à accompagner ce chef d'entreprise. Il vous explique exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une solution de votre côté? Et le chef d'entreprise va trouver aussi des solutions. Oui, il faut qu'ils s'engagent C'est les aussi. deux. C'est Oui. ça qui est très important. Et moi, c'est vrai qu'en tant que médiateur, quand on intervient, c'est toujours le chef d'entreprise qui va nous mandater. Donc, il faut bien expliquer aussi à la partie adverse que moi, je suis là aussi dans leur intérêt. C'est-à-dire être payé et avoir conscience de ce qui se passe. Mhm. Entendu. Alors, il y a une notion bancaire, parce que tu sais, je suis un ancien banquier, Ouais. moi, donc forcément, j'ai ce regard un peu particulier. Quand on a une entreprise en difficulté et qu'on continue à l'accompagner, il y a une notion de soutien abusif qui peut entrer en jeu. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'imagine que tu connais très bien le sujet. Oui, oui. Bien sûr. Alors, le Parce que soutien c'est ce qui abusif, empêche c'est ce qui parfois fait les peur aux banques de banques. continuer. Voilà. Exactement, c'est ce C'est qui ça. fait peur aux banques, c'est l'article L150-1. Et ce soutien abusif, en réalité, donc moi, c'est vrai que quand il y a des banques et lorsqu'on a besoin de financement, je vais pas intervenir je vais intervenir en tant que médiateur, mais pas dans le cadre un peu, je veux dire, entre guillemets, la négociation. D'accord. C'est-à-dire que là, je vais expliquer plus les choses en disant, voilà, votre intérêt, c'est pas forcément la médiation, mais c'est prendre un administrateur ou un mandataire judiciaire pour faire de la conciliation judiciaire. Mhm. Donc il faut aller au tribunal de commerce, déposer une requête, et ensuite la procédure est ouverte. La conciliation judiciaire, l'avantage, c'est que justement la banque, en prêtant de l'argent, ne va pas être responsable pour soutien abusif.
Si je comprends bien, ça permet aux banques de remettre des lignes de financement malgré la situation difficile et avérée. Exactement. Sans être... parce que le problème du Responsable. soutien abusif, c'est que justement, on vient chercher la responsabilité du banquier et il a peu de chances de récupérer ses fonds. C'est ça. Sauf que là, il y a justement, la loi est bien faite, c'est que vous avez ce qu'on appelle le privilège de new money. D'accord. Et grâce à ça, Il va être prioritaire en fait. il va être prioritaire s'il y a une procédure collective qui arrive. Donc les nouveaux concours mis en place à ce moment-là vont être remboursés prioritairement si jamais la situation ne s'améliore pas finalement. C'est ça. Au moment de la liquidation, ils seront prioritaires. Enfin, j'imagine derrière l'État et les salariés toujours. Oui. Ça change pas l'ordre. Exactement. En fait, c'est juste ce qu'on appelle le privilège de new money. Donc, on a le super privilège qui va être payé en priorité, les frais de justice, et ensuite seulement le privilège de new money. Donc, les super privilèges, c'est les salariés et l'État. C'est ça. Donc, tout ce qui est dette TVA, et les frais de URSSAF. justice. Alors ça, non, pas encore. C'est encore après. D'accord. Ça, c'est hyper C'est vraiment important. super privilège, les frais de justice. Donc, c'est le mandataire judiciaire, le greffe et autres. D'accord. Et ensuite, privilège de new money. Donc, la banque a une sacrée garantie. C'est-à-dire que non seulement on ne va pas lui chercher des poux avec cette responsabilité pour soutien abusif, Ouais. elle peut soutenir une entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est très fort, puisqu'en fait, derrière, la banque se dit, si je prête de l'argent, je ne vais pas être tenu pour responsable. Et en plus, on apporte quand même des billes dans la conciliation. C'est-à-dire que, par exemple, là, on en a fait une il n'y a pas très longtemps. Moi, j'étais médiateur dans ce dossier-là. La personne ne voulait pas du tout du tribunal de commerce. Donc, on a parlé ensemble. En parlant au fur et à mesure, il voulait que ce soit confidentiel. Et oui, il y a cette notion-là qui est hyper importante, on va y revenir. C'est ça, et cette confidentialité, il avait peur d'aller au tribunal de commerce. Il m'a fallu à peu près 2 semaines pour bien expliquer les choses. Je suis entré en contact avec 3 banques, donc ces 3 banques de départ. Et finalement, à la fin, il y a une banque qui me dit, voilà, nous, on souhaite une conciliation. D'accord. Donc moi, j'explique, écoutez, très bien, dans le cadre d'une médiation, on peut aussi avoir un protocole d'accord transactionnel, donc un accord, dans lequel c'est rédigé par voie d'avocat et ça aura force exécutoire. Mais cette banque fonctionne qu'avec une conciliation judiciaire. Donc je l'ai expliqué vraiment au chef d'entreprise pour le coup. Et le chef d'entreprise, finalement, à force de discussion, et puis cet effet miroir que j'ai en étant en étant neutre, ça a permis finalement de le mettre en contact avec un administrateur judiciaire, où j'étais encore là. Et finalement, il m'a dit, effectivement, c'est la meilleure chose pour moi. Alors qu'il n'y aurait peut-être pas été... Il l'a compris avec la pédagogie que tu as pu apporter sur le domaine. Exactement. Il a dit effectivement, pour en sortir, c'est une bonne solution. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas dire vous devriez faire, c'est dire voilà, qu'est-ce que vous perdriez à ne pas y aller. Ah oui, on peut le présenter comme ça également. Ce qui fait que c'est lui qui a sa propre réflexion, parce que moi je vais pas lui dire allez en conciliation judiciaire. Je ne suis pas avocat. Moi, mon rôle, c'est de savoir, moi, on m'a donné un son de cloche, je le ramène, et ensuite, c'est à lui de prendre sa décision. C'est lui le chef d'entreprise. Entendu. Alors, en fait, le chef d'entreprise, pour en avoir fréquenté pas mal, il a 2 craintes. Effectivement, c'est le coût que ça peut représenter d'avoir recours à un administrateur judiciaire, parce que on sait que ça peut chiffrer un peu. Donc, il y a cette notion de coût qui peut faire peur. Il y a également la notion d'image, parce que quand on est une entreprise, on est... on a déjà parlé, on a un podcast où on va parler de la notation Banque de France et de la connaissance des tiers, la connaissance que les tiers peuvent avoir de la solidité financière d'une entreprise. Effectivement, quand on est dans cette situation-là, ça peut bloquer, ça peut avoir des conséquences sur les fournisseurs qui vont plus accorder du tout de délai. Et ça va crisper encore davantage la situation. Même chose côté client, on n'a pas forcément envie de travailler avec une entreprise qui est en difficulté, parce qu'on ne va pas être livré, parce que la prestation ne va pas être réalisée, parce que... Bien sûr, qu'est-ce qu'il en est quand on a recours à ce genre de solution sur la confidentialité finalement? Bien sûr. Alors, tout au départ de ce podcast, j'avais expliqué que j'étais neutre, indépendant, impartial. Absolument. Le 4e point qui est très important, c'est la confidentialité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait appel à moi et au médiateur. L'objectif, c'est de dire, voilà, nous, on va créer un cadre sécurisé dans lequel tous les échanges vont rester confidentiels. Les premiers échanges, c'est toujours avec le chef d'entreprise, puisque j'ai besoin de comprendre aussi sa situation. Oui.
une fois que je comprends bien sa situation, je vais voir l'autre partie, qui peut être un créancier ou non, parfois ça ne l'est pas, et on va essayer de comprendre la posture de l'autre, sa position, quel est son point de vue. Et ensuite, on les réunit. Et lors de cette réunion, parfois, forcément, il y a des confidences qu'on m'a portées, Oui. qui normalement ne seraient pas arrivées lors de la réunion et qui là vont l'être. Ce qui fait que un chef d'entreprise qui dit qu'il a des difficultés à sa banque, forcément, parfois on se dit je le suis plus. J'ai plus envie de l'accompagner. Ben oui, mais c'est ce qui se passe dans les faits, en fait, C'est ça. si on le fait pas bien. C'est ça. Or, le fait de passer par un tiers, encore une fois, ça permet de se dire, voilà, le chef d'entreprise, il passe par un tiers, ça veut dire que déjà, il a l'intention de s'en sortir. Oui. Il fait pas l'autruche, il prend les choses en main. Et donc, il a envie d'expliquer les choses et il a envie qu'on l'accompagne. Entendu. Et donc, grâce à ça, ça fonctionne bien. Donc, cette confidentialité, il faut savoir qu'il y a la médiation, mais le mandat ad hoc est confidentiel. D'accord. Et la conciliation est confidentielle si l'accord obtenu est constaté par le juge. Donc là, ça reste confidentiel. Par contre, si l'accord est homologué, et donc c'est que dans cette homologation qu'on obtient le privilège de new money et que la banque n'est pas tenue pour responsable, cet accord est publié. D'accord. Donc ça, il faut le savoir parce que dès qu'il y a une publication, connaissance des tiers. Ok. Oui. Et ça, c'est important. Donc ça peut avoir, si on suit les ça publications peut avoir une au journal incidence. officiel, ça peut se savoir. Exactement. Ok. Parce qu'on sait que les entreprises, quand elles veulent sécuriser leur poste client, elles affectent des alertes pour voir si leurs contreparties, les entreprises avec lesquelles elles travaillent, ne sont pas dégradées. Et donc là, c'est effectivement au journal officiel. C'est ça. Donc ça, ok. C'est pour ça que c'est important de le noter. Mais par contre, parfois, on a besoin vraiment d'argent frais. Oui. Il n'y a que cette procédure de conciliation qui permettra vraiment de l'obtenir. C'est pour ça qu'il faut agir au bon moment et utiliser les bons leviers. Alors, agir au bon moment et utiliser les bons leviers, c'est justement ton métier. Donc, si on a des dirigeants de PME, pour être hyper concret, hyper terrain, qui nous écoutent, ou leurs financiers, leur directeur financier, leur responsable financier, c'est quoi les déclencheurs ? Là, j'appelle Nicolas Borco à Tourcoing. Je vais avoir besoin de ce tiers. Faut qu'on s'en sorte. Alors, moi, en fait, la plupart du temps, quand on me demande d'intervenir, c'est souvent l'expert comptable, des DAF, des coachs, des DRH, puisqu'on n'a pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est problématique avec des salariés. Et donc, quand on intervient, c'est souvent parce qu'il y a eu des petits clignotants. Il y a eu quelques petites mises en demeure. C'est ça, c'est cela que je voilà, alors quand on a des mises en demeure à répétition, qu'on a toujours un peu de mal à payer, qu'on sent que les fins de mois sont difficiles, qu'on commence aussi à sentir finalement que la trésorerie finalement se dégrade assez vite, il faut arrêter de se dire ça va aller mieux demain. Et cette question de ça va aller mieux demain, d'accord, mais qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux ? Et parfois on laisse juste le temps. Or le temps, pour nous c'est quand même très compliqué. Oui. Parce qu'il joue contre nous, c'est pas un allié. Et donc c'est vrai qu'il suffit d'un seul client qui ne paye pas à temps pour que notre trésorerie soit fortement dégradée et qu'on n'arrive plus à payer les autres. Et qu'on arrive finalement à cette cessation de paiement. Donc ça, il faut rester très vigilant par rapport à ça. Entendu. Alors sur ces solutions, parce que toi tu es dans la médiation, c'est vrai, mais est-ce que tu es capable de mettre en place des outils ? Alors je sais pas, nous dans notre métier de directeur financier externalisé, les premières choses qu'on va être amené à faire, c'est quand c'est pas le cas, mettre en place un pilotage précis et une opération de gestion du cash. Donc c'est 1, piloter, 2, recouvrir les factures qui nous sont dues, forcément, pour faire rentrer le cash. Et puis 3, avoir une vision à moyen terme de ce qui va rentrer et sortir pour voir à quel... Voilà, enfin tu vois... Financier. On est purement financier et c'est là peut-être notre différence. Voilà. Ah exactement, c'est-à-dire que nous en fait on va pas agir là-dessus. C'est-à-dire que nous on va intervenir, donc surtout dans le cadre de médiation de projet, on va accompagner les chefs d'entreprise dans leurs problématiques. On va mettre le doigt sur les problématiques parfois qu'ils ne voient pas. Et toi, suite tu à trouves ça... pas de solution. Alors, c'est pas qu'on ne trouve pas de solution. C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire un boulanger, par exemple.
Oui, c'est ça. Je Des exemples const- concrets, c'est top. Voilà, je vois un boulanger, on discute, Oui. il me dit que son chiffre d'affaires est toujours le même depuis 5 ans. Mais il est en difficulté cette année. Je vais essayer de lui poser suffisamment de questions pour comprendre pourquoi il était bénéficiaire il y a 2 ans et maintenant il l'est plus. Mhm. Tout simplement parce que la hausse des matières premières et il vend pas certainement assez cher son pain ou sa pâtisserie. D'accord. Donc Suite ça, à tu ça, fais le diagnostic. c'est ça. Tu vois que c'est ça le problème. Exactement. Et donc, ce Ok. qui fait que je lui pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez faire pour pouvoir pallier à ces difficultés? Mhm. Soit il arrive à prendre des décisions tout seul. Il faut que j'augmente telle chose. Il sent qu'il a la capacité de le faire. Tant mieux. Mhm. Sauf, autre cas, il n'arrive pas justement à dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Là, je vais dire, clairement, ce n'est pas mon rôle. Deux possibilités. Soit il prend un DAF, mais lorsque c'est des boulangeries, Oui, ça sur va les être- TPE, même ça un va DAF être- externalisé, c'est ça. effectivement, ça... ça marche pas. Ouais, ouais. Par contre, il peut y avoir des pilotes d'entreprise. Et donc, les pilotes d'entreprise peuvent intervenir juste sur une petite problématique et dire, voilà, par exemple, une chocolatine, il faut que 50 grammes de farine ou autre, et donc il faut le vendre à 1,20 €, et non pas à 1 € tel que vous le faites depuis 5-6 ans. D'accord, entendu. Donc effectivement, c'est là où on va avoir une différence importante, c'est que nous, on va, au travers d'éventuellement un diagnostic que tu aurais pu faire, finalement, nous, sur le marché des PME, pouvoir mettre en place des solutions. Alors, elles sont nombreuses sur le cash. Bien sûr. Hein. Ça peut être de la facturage, ça peut être de la DAI, ça peut être juste une action de recouvrement efficace, ça peut les être expériences clients sont souvent la mise en colossales. place d'un crédit court terme, d'un billet, ou même du crédit moyen long terme. Une fois qu'on a défini la capacité de l'entreprise à générer de nouveau de la rentabilité, nous, ça, on va être capable de le mesurer, de le calculer, et de passer à l'action pour le coup. Bien sûr, c'est pour ça que nous, à chaque fois, alors c'est vrai qu'en tant que médiateur, on est souvent prescripteur. Évidemment. Puisque nous, on va gérer vraiment cet aspect émotionnel, on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ce chef d'entreprise est souvent en souffrance, puisqu'il sent que finalement ça lui échappe, puisqu'il se focalise souvent sur ce chiffre d'affaires. Or, ce n'est pas que ça. Ça, c'est le classique. Voilà. Et donc, nous, on est là vraiment pour qu'il puisse comprendre en réalité que ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'il faut regarder, mais aussi le résultat. Et donc, comment faire pour gagner de l'argent? Et donc, comment faire pour gagner de l'argent? Moi, je n'ai pas la réponse pour lui. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là pour qu'il ait cette réflexion et qu'après, il se dise, ah bah tiens, j'ai besoin d'un expert. Si c'est par exemple pour une procédure en cours, un problème avec un salarié qui a toujours problème de harcèlement, arrêt de travail à répétition, moi, je vais m'entretenir avec les deux, mais entre-temps, il peut y avoir un expert. Qui va être cet expert? Ça peut être un avocat. Qui finalement, ça peut être l'avocat du salarié, l'avocat également du chef d'entreprise, et ensuite, on se met d'accord. C'est ça qui est très important, c'est que nous, on va gérer vraiment cet aspect émotionnel. On va travailler sur cet aspect technique en mettant le doigt sur la technique qui ne va pas. Et ensuite, il y a la technique et le juridique. D'accord. Mais on est toujours là pour faciliter cette communication et surtout trouver des solutions. Entendu, c'est hyper clair. Alors toi, dans tes missions, concrètement, pendant combien de temps tu es aux côtés du chef d'entreprise? Combien de temps ça dure une mission? À quelle fréquence tu le rencontres? Parle-nous un peu de ton métier terrain et ton quotidien finalement. Ok, alors ça passe toujours de la même manière, on a toujours un premier entretien. Cet entretien individuel avec le chef d'entreprise va durer à peu près 3 heures. Et suite à ça, déjà, on va comprendre si effectivement il a besoin de nous ou pas. Après ça, on découvre un petit peu sa problématique et on va demander à l'autre partie d'adhérer au processus de médiation, c'est-à-dire entretien individuel, réunion. La médiation dure en moyenne, je dirais, entre 3 et 6 mois. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs entretiens individuels, parce qu'il faut bien crever l'abcès, et puis il y a aussi cette confiance qui s'installe au fur et à mesure, parce comme je le disais, c'est confidentiel. Donc parfois, il y a des chefs d'entreprise qui ont du mal à lâcher. C'est-à-dire que... On peut le comprendre, mais c'est ça. Faut y aller. Il faut être le plus clair possible. C'est-à-dire que si moi, on me dit, voilà, j'ai qu'une créance sur SAF, je suis pas en cessation de paiement, je suis pas censé vérifier derrière s'il l'est ou pas. D'accord. Parfois, t'es vraiment sur du déclaratif. Finalement. Ah, bien sûr.
Moi, Ok. je suis pas avocat, hein, donc pour le coup, moi, on me T'épluches dit pas les ça. comptes, Alors, je peux le faire, c'est-à-dire que s'il me demande, bah voilà, est-ce que là, je suis en cessation de paiement, bah là, je peux vérifier et dire, bah non, là, ça ne rentre pas dans les cases, D'accord, puisque entendu. pour le coup, j'ai été formé pour. Donc ça me pose pas de souci. Par Mhm. contre, si je constate qu'il n'y a qu'une créance, il n'y a pas de problème. Si je vois qu'il y en a partout et qu'il est en cessation de paiement, mais vraiment avéré, Mhm. et que je peux rien faire, je vais pas lui demander d'adhérer à un processus de médiation. Oui, parce que tu sais que ça pourra pas C'est aller ça. Donc là, ça va être le redressement Alors ou la voilà, liquidation. là par contre, ma plus-value, ça va être de lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à déclarer sa cessation de paiement, Mhm. parce que sinon sa responsabilité peut être engagée. Et oui. Et donc là, je vais lui poser suffisamment de questions, voir sur son patrimoine perso les incidences, Mhm. et puis suite à ça, il va prendre conscience en réalité qu'il est en cessation de paiement, et là, il va commencer à déclarer sa cessation de paiement. D'accord, alors ça c'est important parce que donc je te disais tout à l'heure, les dirigeants ils ont peur, du prix, Oui, voilà, deux, de la confidentialité, et là troisièmement, effectivement, c'est là où intellectuellement c'est très compliqué pour eux, c'est qu'ils se disent, bon, cette entreprise-là, elle est en difficulté, si je lâche, elle va être liquidée et j'aurai plus la main dessus, ou elle est en redressement, j'aurai plus la main dessus. Et donc ça les pousse à continuer malgré tout. Ce qu'il faut bien leur faire comprendre, c'est qu'effectivement, maintenant, la responsabilité du dirigeant en tant que président de société ou gérant de SARL, elle peut être engagée à titre personnel. Et que ah, pour tout à se fait. dégager d'une histoire entrepreneuriale qui, qui prendrait fin, parce que voilà, ça arrive. Alors ça peut être le contexte économique, le marché, la rentabilité, parce que le pricing avec une concurrence forte ne permet plus d'être rentable. Enfin voilà, l'arrivée Un concurrent, d'un nouveau concurrent une qui casse maladie, le marché, parfois une c'est maladie, voilà. assez simple, hein. Donc ils se sont engagés, parfois ils ont donné des cautions personnelles, parfois ils ont... Parfois ils le savent même pas. Oui, C'est vrai, hein. oui c'est vrai. Quand je pose la question, parce que souvent on me pose la question, bah, ma responsabilité peut être l'être engagé. Alors j'explique déjà, si on ne déclare pas sa cessation de paiement, c'est une première faute de gestion. Voilà. L'absence de tenue de comptabilité, payez toujours votre comptable. Oui. Parce que Alors ça c'est un message important. voilà, parce que l'expert comptable, on s'entend avec lui ou pas, mais en Mhm. tout cas c'est lui qui va dresser le bilan. S'il n'y a pas de bilan, bah forcément c'est l'absence de tenue de comptabilité ou une comptabilité incomplète, donc deuxième faute de gestion. Troisième cas, si vous êtes en procédure collective, collaborez avec votre mandataire judiciaire Mhm. et le tribunal. Si vous ne vous rendez pas aux audiences, si vous ne communiquez pas vos documents, vos Mhm. pièces, bah, le Vous êtes en mandataire responsabilité. judiciaire va dire absence de collaboration. Ça Mhm. vous fait 3 fautes. Bah, 3 fautes, c'est suffisant pour engager votre responsabilité. Mhm. Ce qui peut entraîner une faillite personnelle, une interdiction de gérer et même une condamnation au passif. Une condamnation au passif, ça c'est important. Ça veut dire que les dettes exigibles normalement auprès de la société vont être basculées vers la personne physique qui Alors, est pas en totalité, c'est responsable de l'appréciation. cette faute Voilà. de gestion. Alors, c'est pas en totalité, c'est l'appréciation souveraine du juge. Et Oui, par mais là, exemple, voilà, on donne le flanc à... c'est ça. Voilà, on n'a plus le contrôle. Là, à ce Exactement. Vous laissez 600 000 euros d'ardoise, je veux dire, en créance professionnelle, moment-là. Oui. vous avez commis des fautes, et bien là, le juge peut dire, voilà, je vous condamne à autant, 600 000, mais ça Mhm. peut être aussi 300 000. Entendu. Et puis, alors, il y a cette condamnation pour faute de gestion, mais il y a aussi le sujet des cautions données. Oui. Alors, je pense à nouveau à mon passé de banquier, quand on faisait signer une caution personnelle pour un concours donné à une personne morale, on engageait la personne physique. Bien sûr. Hein. Donc ça, tu es capable de regarder ce qu'il y a eu comme actes, comme privilèges qui ont été donnés, comme hypothèque éventuellement Bien sûr. inscrite. Ça, tu vas pouvoir regarder et dire aux dirigeants, bah, attention, là, il y a par exemple les murs professionnels, il y a une garantie réelle qui a C'est été ça, il donnée. peut y avoir des nantissements. Alors là, par exemple, je peux donner 2 cas. J'ai une personne qui est partie en liquidation judiciaire. Il restait un solde restant dû au niveau de la banque. Alors le montant était de 10 000 euros. Oui, On pouvait le chercher à hauteur de 50% du solde restant dû. donc 5 000 euros. 5 000. Le reste était contre-garantie de la BPI. Oui,
comme ça arrive de temps en temps. C'est ça. Ouais. Donc là, en réalité, il me demandait est-ce que vous pouvez intervenir en tant que médiateur pour justement essayer d'expliquer que moi, je n'ai plus de source de revenus, ma femme m'a quitté, je n'ai aucune aide pour payer mon loyer et autres. Comment je fais pour payer ces 5 000 euros? Mhm. Donc là, moi, je peux intervenir effectivement pour gagner du temps. Je dis bien Oui, entre parce guillemets. que l'engagement est pris. C'est Donc, ça. Voilà. Les 5 000 euros sont dus. Par contre, c'est dire je ne souhaite pas ne pas payer. Or, la banque, lorsqu'elle va solliciter auprès du tribunal, elle va déclarer les 10 000, donc la créance professionnelle, mais en parallèle, elle va agir contre vous à titre personnel. Et donc là, surtout, il faut répondre. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours, encore une fois, garder ce lien avec la banque, expliquer les raisons pour lesquelles on ne peut pas payer, et donc faire appel à un médiateur, c'est intéressant. Sur une créance de 5 000 euros, ça ne va pas être intéressant financièrement, ni pour lui, ni pour moi. Oui, j'entends. Mais Mais souvent, par contre, sur des gros montants, ça l'est. Ça peut monter vite. Hein. C'est ça. Oui. Parce qu'après, il y a les pénalités, les intérêts de retard, et donc il faut montrer patte blanche. Entendu. Est-ce qu'il y aurait un dernier message, Nicolas, que tu voudrais transmettre aux gens qui nous ont écoutés pendant quelques minutes pour qu'on garde l'essentiel de ton discours et vraiment le moment où on doit t'appeler? Ok, alors juste une Pour chose. synthétiser un petit peu notre Il y a une notre problématique auquel on n'a pas répondu, c'est le coût. Alors je ne vais pas parler de mes honoraires, Ouais. mais le coût, pourquoi en réalité c'est plus intéressant de passer d'abord en phase amiable, c'est que nous, on intervient tout de suite. Mhm. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui a besoin de nous, il va nous appeler le lundi. Le lundi soir ou le mardi, on peut faire notre proposition d'honoraires, D'accord. qu'il accepte. Dès le lendemain, on va demander à l'autre partie d'adhérer. D'accord, oui, donc ça Ce qui peut fait être que très ça- rapide. Ce qui fait que ça va très vite. Mhm. Quand on dit 3 mois, c'est 3 mois entre la signature de la proposition et à la conclusion de l'accord. D'accord. Donc ça va très vite. Ce qui fait que, comme on va vite, forcément on maîtrise le coût. Et oui. Tandis qu'une action en justice, on sait très bien que la première instance peut durer 1 ou 2 ans avec les renvois répétitifs. Mhm. Ensuite, vous avez la cour d'appel. Et ensuite, vous allez avoir un jugement, mais ce jugement, il faut encore l'exécuter. Mhm. Donc, il faut prendre un huissier de justice. Donc, encore un coût. Donc, c'est là où Oui, ça fait la plusieurs plus-value, c'est strates ça. de coûts qui s'additionnent et qui C'est ça. peuvent transformer un montant a priori à la base plutôt raisonnable en quelque chose de Exactement. Tout à l'heure, je disais que très significatif. le temps joué contre le chef d'entreprise, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus on attend, plus il y a des intérêts et pénalités de retard, Mhm. et plus ça va être compliqué. Plus la procédure dure, plus vous allez payer des honoraires. Mhm. Entendu. Donc nous, on est là pour condenser au maximum. Après, en tant que médiateur, quand on peut intervenir, c'est vraiment en prévention. Je pense que c'est très intéressant. Alors là, on a parlé beaucoup de difficultés financières, parce qu'effectivement, tu es DAF, donc c'est logique. Voilà, c'est un prisme, hein. Mais c'est voilà. un billet. Mais par contre, il y a cet aspect aussi DRH, donc humain, Oui. où nous, même s'il y a des DRH, des managers, on peut intervenir également dans le cadre de conflits larvés, et où là, on va pouvoir prendre le pouls de l'entreprise. C'est de dire, voilà, là, on a des salariés qui sont en souffrance, on va réussir à déterminer les raisons pour lesquelles il y a des arrêts de travail, pourquoi un tel et un tel sont moins performants, et on peut mettre en place justement ce qu'on appelle la médiation de projet pour essayer de restructurer en fonction des besoins et envies de chacun, Mhm. du chef d'entreprise, du DRH et des salariés. Donc en fait, on les implique dans le process. Très bien. Bon, c'est hyper clair. Merci encore d'avoir merci pris à le toi. temps de venir nous parler. Et puis, on va mettre les liens pour pouvoir te contacter le plus facilement possible. Comme ça, tu pourras aider concrètement à nouveau des gens qui se posaient pas mal de questions au sujet des difficultés qu'une entreprise pouvait rencontrer. Merci encore, Nicolas. Je te remercie, Fred. À la prochaine. À bientôt. Salut. Merci beaucoup.